Dans cet épisode, je vais vous montrer que tout le monde est biaisé et que la confiance qu'on accorde à la science, aux scientifiques, aux experts, aux politiques et aux médias ne peut surtout pas être absolue. Dans le premier épisode de ce diptyque, on avait vu comment les médias et la société tout entière pouvaient être biaisés par la paresse intellectuelle et détruire la réputation de quelqu'un de manière complètement exagérée, exactement comme le font les woke. J'en suis venu à remettre en question mes propres préjugés sur quelques infréquentables célèbres. C'est donc alors que j'ai revu le clash entre Idriss Aberkane et Acer Mandax à propos entre autres de Didier Raoult. Verdict, Aberkane et Raoult disent beaucoup de conneries, Acer Mandax beaucoup moins. Mais, je constate que la mauvaise foi, les préjugés et le peu d'efforts pour essayer de comprendre l'autre sont très bien répartis entre les deux camps. Et je vais prendre un exemple sans importance mais révélateur, où c'est le zététicien qui se plante. On va partir sur cette histoire de Didier Raoult qui recommanderait soi-disant de se fourrer du VIX dans le nez pour lutter contre le virus. Alors, nous allons écouter ce que dit précisément l'intéressé. Actuellement, le nombre de molécules qui s'accumulent sur une activité contre ce virus qui ne coûte rien et qui sont anodines est considérable. Qu'est-ce que l'on attend pour les tester? Ce n'est pas l'hydroxychloroquine, je m'en fiche. Mais tester donc l'ivermectine, maintenant la cyclosporine, il y a un réservoir de molécules. Est-ce que, je ne sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez qu'on a dans certains produits, je ne sais pas quoi, le VIX, ne paye pas le VIX, pas de conflit d'intérêt avec eux, est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non? Qui le sait ça? Voilà, donc il nous dit clairement, c'est que les chercheurs devraient faire des essais sur des molécules déjà existantes, comme certains trucs qu'il y aurait dans le VIX par exemple, n'est-ce pas? Il ne demande pas aux Français de se mettre le produit dans le nez, on est d'accord. Il demande aux chercheurs de faire de la recherche sur ces produits. Ok. Alors, maintenant, observons, en faisant une petite recherche Google, Raoult et VIX, ce que la presse en a dit juste après la sortie de cette vidéo, donc qui date du 3 août, et le 5 août, on avait par exemple un article du Figaro. Après les déclarations de Didier Raoult, VIX déconseille l'application de sa pommade Vaporub sous le nez. Bon. Dans une vidéo publiée mardi, le professeur a formulé de nouvelles hypothèses controversées. Tester des molécules préexistantes, est-ce que c'est controversé? Il s'interroge sur les molécules existantes. Il a laissé entendre que la pommade VIX Vaporub pouvait éviter la contamination si elle était appliquée dans le nez. Non, il a dit qu'on pouvait tester plein de produits, dont le VIX. Voilà, il a la con. Le Dauphine et la Nouvelle République, Capitale, Midi Libre, BFM TV, tiens, alors qu'est-ce qu'il raconte? Il se demande à haute voix pourquoi on ne recommande pas aux Français de se badigeonner les narines, entre autres avec du VIX. Non, n'importe quoi. Ok, next. L'infectiologue marseillais a conseillé de s'appliquer de la pommade VIX Vaporub dans le nez pour lutter contre le Covid. Non. Le professeur s'étonne qu'étaler du VIX Vaporub ou de la vaseline sous son nez ne soit pas recommandé contre le Covid-19. Oui, ça marche tellement bien. Le célèbre scientifique pense que le VIX dans le nez pourrait être efficace pour lutter contre le dit Covid. Non, il a dit qu'il fallait essayer plein de choses dont le VIX. Il a pas dit qu'il pensait que c'était utile, on est sérieux. Didier Raoult a-t-il recommandé la pommade VIX pour lutter contre le Covid? Plusieurs médias ont affirmé que le professeur recommandait contre le Covid l'utilisation de la pommade. La remarque de Didier Raoult s'inscrivait dans un propos plus large consistant à promouvoir les tests sur des molécules anodines. Exactement, ça c'est juste, voilà. Alors, RT, Russia Today, ils disent des tas de conneries, c'est clair, majoritairement, beaucoup plus que les médias mainstream, sauf que quand les médias mainstream disent de la grosse bouse, eux, ils disent quelque chose de nettement plus convenable. Et donc, c'est bien la honte. Il y en a un autre ici, donc dans le même genre, qui débunk cette affaire. Écoutez-le vite fait. Raoult recommandait d'utiliser du VIX Vaporub contre le Covid-19. Bon, réfutation. Alors ce double mensonge avec récidive est dû à l'Express, évidemment, donc au groupe sur... Ouais, alors on a vu que l'article du Figaro était avant celui de l'Express. Je pense qu'il a une petite fixette sur l'Express, lui. J'attire votre attention sur le fait que même en sachant pertinemment que c'est un mensonge, Altis n'a toujours pas retiré son article et ne s'est jamais excusé. C'est ça le terrorisme intellectuel dans toute sa splendeur. Dans le monde c'est vrai que c'est clair que tous ces articles sont complètement pourris et ils sont toujours là. réel, pas dans le monde du récit, Raoult n'a jamais demandé d'utiliser du VIX. D'ailleurs, vous imaginez bien que s'il avait fait une connerie pareille, l'ordre des médecins l'aurait fusillé sur place. Il a simplement demandé pourquoi il n'y avait pas davantage de recherche sur certaines molécules sans brevet, comme l'ivermectine, et jusqu'à mentionner la composition du VIX. Et Altis Express est une publication toxicomane du mensonge et du sensationnalisme, donc pour faire plus juteux, tout cela devient VIX Vaporub que Raoult, bien entendu, n'a jamais mentionné. Ah! Et il merde sur la fin en disant que Raoult l'a jamais mentionné, alors que oui, il l'a mentionné. Bon, c'est un détail, mais ça donnera du grain à moudre à ses opposants. Ça nous permet de voir de quelle manière M. Aberkane se sent en mesure de nous faire croire que nous n'entendons pas ce que nous entendons. On appelle cette méthode de gaslighting. Non, il fallait aller écouter la vidéo originale. Et on a tous bien entendu ce qu'on a entendu, hein? Ou détournement cognitif. M. Aberkane nous dit Didier Raoult n'a jamais mentionné le VIX Vaporub. Ouais, malheureusement, il a un peu merdé sur ce point, il faut l'avouer.
Qu'est-ce qu'a dit Lydia Raoult? Est-ce que, je sais pas, la paraffine dans le nez, ou la vaseline dans le nez, qu'on a dans certains produits, je sais pas quoi, le Vicks, c'est pas compliqué avec eux. Est-ce que ça évite ça, la contamination par les virus dans le nez, ou non? Nous disons, il est C'est pas. Donc voilà, il lui a suffi d'entendre le mot VIX pour dire que Aberkan disait de la merde, parce qu'effectivement il a dit une connerie tout à la fin, mais dans l'ensemble, il est biaisé et il est dans le faux. Donc, Lydia Raoult hésite, on entend bien, il ne retrouve pas le nom du produit, il parle de vaseline dans le nez, et tout le monde a compris. C'est pourquoi Bref, oui, on a tous compris, quand on est allé vraiment écouter ce qu'il disait, on a compris que c'était pas ça, et qu'il ne disait pas qu'il fallait le faire, hein. au moment où Lydia Raoult sort cette bêtise, on est le 3 août 2021. Donc, voilà, donc même le zététicien, l'homme qui nous en a peut-être le plus appris sur l'esprit critique, n'utilise pas son esprit critique et se plante dans cette affaire. Donc, fiabilité, pas toujours. Ensuite, un autre expert, qui, sur Twitter, nous explique qu'il est important de vacciner les enfants de 6 mois à 5 ans. Ok. Cette classe d'âge bénéficie le moins de l'immunité hybride conférée par le vaccin et les infections passées. Et on a un bon recul, etc. Ok. Au Royaume-Uni, qui dispose des meilleures données épidémiologiques, ou de celles qui t'arrangent le mieux peut-être, les hospitalisations se situent à un très haut niveau, pour cette classe d'âge insuffisamment protégée. Alors on voit ici qu'en Angleterre, il y a des pics de contamination même en août 2022, juillet-août 2022, un pic énorme dans les 0 à 5 ans. D'accord. C'est pire encore en réanimation. Moins de 5 ans confère un risque analogue aux 45-54 ans et la situation s'est aggravée cet hiver. Alors, ce sont des données anglaises. Lui nous parle en français, c'est un chercheur suisse en l'occurrence. Allons voir les données d'hospitalisation, oui, pour les jeunes jusqu'à 10 ans. Alors, on a effectivement des pics durant l'hiver 2022, et à partir de la fin du printemps 2022, plus rien. La vague énorme de juillet-août qu'on a en Angleterre, rien, nada. On a ici en moyenne une hospitalisation de gamins par semaine, par jour, pardon. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre Ici, bon, c'est des données plus anciennes. Entre le début de l'épidémie et le 31 août 2021, admission en USI chez les 0 à 9 ans, 36 au total, 36 chiffre absolu au total en Suisse, et chez les 40 à 49 ans, 229. On voit mal comment on pourrait en arriver à ça. En tout cas, cette situation n'est pas du tout représentative de ce qui se passe par chez nous en Suisse ou en France. Je crois qu'on a des chiffres plutôt proches de ça. Il nous parle de l'Angleterre parce que ça lui convient bien pour dire ce qu'il a à dire. Faites vacciner les gamins. Alors, je sais pas, sachant que la Confédération suisse a 10 millions de doses de vaccins en trop, peut-être qu'ils aimeraient bien qu'on les utilise. J'en sais rien, hein, mais en tout cas, ce type dit de la bouse. Hein, franchement, c'est nul. Et ce n'est pas fini. Regardez, maintenant. Une revue systématique et méta-analyse, publiée par l'Université de Cambridge, en décembre 2022, donc ce sont des données très récentes, qui parle de l'utilité du vaccin dans la prévention du Covid long. C'est une traduction automatique de Google qui marche bien. Alors, les résultats. L'efficacité du vaccin était de 35% parmi ceux qui ont reçu le vaccin avant d'avant. Voilà. Donc une efficacité vaccinale de 35% contre les symptômes du Covid long. C'est pas fou, mais c'est significatif. Conclusion, la vaccination a considérablement réduit les Covid longs pour les variantes en circulation pendant la période d'étude, bien que l'efficacité du vaccin ait été faible. Vous ne nous mentionnez pas quelles sont les variantes en question? Alors, regardez. Je vais chercher Omicron. On est dans les références. Omicron dans les références. Non. Ah, il y a 2 instances d'Omicron et c'est dans les références. Ouf, c'est pas bon signe. Delta. Alors, toujours dans les références. C'est tout? Caramba. Voilà, j'ai trouvé. Toutes les études ont été réalisées entre mars 2020 et novembre 2021. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on parle de variants de base jusqu'à Delta. Et que ça ne parle pas du variant Omicron, qui est en circulation depuis 1 année, au moment où cet article est publié. Et dans la conclusion, donc, on nous parle que c'est très bien pour les variants en circulation pendant la période d'étude, sans nous préciser qu'il ne s'agit surtout pas du variant Omicron. La conclusion de cette méta-analyse publiée en décembre 2020 ne précise pas du tout correctement
ce dont elle parle. Et donc ce n'est bien sûr pas du tout ce qu'il faut faire si on veut éviter que des journalistes à 2 balles viennent écrire des bouses pas du tout scientifiques. Bouses que j'avais déjà débunkées dans une vidéo que j'ai publiée fin 2022. Vous pourrez la retrouver facilement. Voilà, donc les scientifiques qui écrivent ce genre d'articles orientent la tendance selon ce qu'ils décident de dire ou de ne pas dire. On a vu que tout le monde était biaisé, et ces gens ne valent pas mieux que les autres. Ils sont biaisés, toute la science qui s'écrit est biaisée. Et le biais est doublé quand des experts comme ce personnage prennent la parole à leur suite. Donc la science qui parvient aux journalistes, aux politiques ou à la population suite à la parole des experts est donc doublement biaisée. On ne peut pas lui accorder une confiance absolue. Bref, je suis obligé de vous dire que philosophiquement parlant, la confiance que je suis prêt à accorder à cette science qui nous parle n'excède clairement pas les 99%. C'est déjà beaucoup. Ça montre que j'ai confiance en la science. Mais il reste un petit doute, une marge sanitaire de sécurité qui fait qu'en termes de risque-bénéfice, concernant un certain vaccin, j'estime qu'il faut être un peu plus prudent et qu'il est donc trop tôt pour affirmer que le risque est inférieur à 1%, surtout avec des doses répétées. Je vous invite à regarder ma vidéo sur Bill Gates, en lien dans la description. Le risque de 1% ou même 1 pour 1000 que la science se plante, ça reste supérieur aux bénéfices personnels quasi nuls auxquels peuvent s'attendre pas mal de jeunes, typiquement ceux à qui le Covid ne donne définitivement aucun symptôme. Oui, l'expérience personnelle, ça compte. Et pour l'aspect collectif, on a vu que ce n'avait pas l'effet escompté, surtout au sommet de la vague, quand les vaccinés profitaient du pass Covid pour aller se baver dessus en discothèque. Ce que je veux dire au final, c'est qu'il y a une saine précaution à laisser les jeunes décider selon leur expérience personnelle du Covid de ne pas se faire piquer, sans qu'il soit justifié de les considérer comme des assassins et les traiter comme de la merde. Bref, pour résumer, on a vu que les journaux français n'hésitaient pas à publier des trucs complètement biaisés. On a vu dans mes précédentes vidéos que la RTS, média numéro 1 en Suisse romande, dit plein de caca. On a vu que le ministre de la Santé en Suisse, en France aussi, dit et fait de la merde. On a vu que l'Office fédéral de la santé publique dit de la merde, que les études scientifiques sont biaisées, que les vieux savants fous disent de la merde, que les journaux disent de la merde, que les gourous disent de la merde, que les vulgarisateurs disent de la merde, que les experts disent de la merde, que les politiciens disent de la merde, que les autorités de santé disent de la merde. On a vu qu'à tous les étages, on a des gens qui disent pas mal de conneries, et à qui je n'accorde qu'une confiance modérée. Le fait étant qu'entre la bien-pensance qui me dit que ma balance bénéfice-risque est positive et la science, il y a les interprétations de toute une chaîne de gens à qui j'accorde une confiance modérée. Alors, pourquoi j'accorderais une confiance élevée à l'info qui émane d'eux ? Et encore, je suis prêt à leur accorder une confiance de 99%. Parce que vraiment, à la base, je crois en la science, mais vu tous les bracaillons qu'il interprète pour nous imposer des restrictions, vu le nombre d'arguments bidons, d'articles foireux, d'interprétations biaisées et de demi-vérités qu'on nous a servis, la confiance ne peut pas être à 100%, il faudrait être fou. Ma confiance en le fait que ce vaccin ne présente aucun risque n'est pas de 100%. Et c'est parfaitement raisonnable. Et je dois inclure ce risque dans ma balance. Et comme en plus, mon expérience Covid me dit que je suis probablement insensible à cette maladie, en tout cas asymptomatique à mon âge, ma balance bénéfice-risque est très possiblement négative. Et pour ce qui est de la vaccination solidaire, pour protéger les autres, j'ai déjà déconstruit cette idée dans une précédente vidéo, en lien dans la description, comme toujours. Pour ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles, bien sûr, c'est une bonne chose. Mais pour d'autres profils, ça n'a pas grande utilité. Et c'est pour ça que le libre arbitre est important. Personne n'a envie d'être responsable de la mort de quelqu'un. Rassurez-vous, les non-vaccinés, à part quelques débiles, ont pris des tas de précautions. Et enfin, il faut compter avec le rapport coût-bénéfice. Il n'y a pas que le risque qui compte, il y a aussi combien ça coûte. C'est que, pour me faire vacciner en 2, voire 3 ou 4 doses, il y a le coût du vaccin, il y a le coût des déplacements, qui peut être élevé pour les gens isolés, il y a un risque assez élevé pour les jeunes de faire 1 à 2 jours de fièvre, ça aussi ça coûte, et ça fait pas envie, et potentiellement le risque d'effets indésirables rares. Vous allez pas me dire que se faire vacciner, ça n'a pas de coût, ou aucun petit risque. Et je défends que ce coût est trop élevé par rapport aux bénéfices pour certaines personnes, en particulier certains jeunes, qui savent par expérience qu'ils sont probablement résistants et asymptomatiques au virus. Ça, bon, c'est vrai que ce n'est pas de la science dure, c'est plus un pari philosophique de l'épistémologie, car de toute façon, la science n'a pas cette réponse. On ne connaît pas le risque spécifique Covid chez ce type bien particulier de profil, mais on a toutes les raisons de croire qu'il est très bas, et on a de plutôt bonnes raisons de penser que notre balance bénéfice-risque n'est pas celle que certains voudraient faire dire à la science, car la science ne connaît pas notre cas personnel, la science connaît une moyenne.
Et donc, la science seule ne suffit pas à te dire que tu as intérêt ou pas à te faire vacciner. T'es obligé de passer par une couche d'interprétation, faite par des gens très imparfaits. Et donc, je me vois contraint de vous dire, après de très longues réflexions basées sur la science et l'esprit critique, qu'à titre personnel, ce truc est beaucoup trop coûteux par rapport à son intérêt, et que vous pouvez bien vous le foutre dans le cul une fois pour toutes.